Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Crypto Force et Actualité Crypto donc numéro 74. Donc comme tous les dimanches, mais écoutez, voilà, on fait le point sur les projets crypto, donc notamment donc, le Bitcoin, VeChain, XRP. On va parler de VV Digital Collectibles où il y a des annonces de partenariats très intéressantes qui sont affichées et également une petite nouvelle sur Fetch.ai mais sans parler de la super intelligence Alliance, vous savez, où là je n'ai pas de nouvelles. Bon. Alors, donc c'est un peu le programme sur les projets crypto qu'on va aborder aujourd'hui et sinon mais on parlera également en fin de vidéo comme d'habitude des actualités crypto plus générales mais également économiques où là écoutez on en parlera mais c'est tout ce qui est macroéconomique. Bref, allez c'est parti. Donc j'ai commencé avec le Bitcoin et notamment donc, des articles hop, de journalducoin.com. Donc le Bitcoin atteint le milliard de transactions validées sans les banquiers. Donc ça datait du 6 mai 2024. Donc là c'est hyper intéressant parce qu'on voit que ça y est, le Bitcoin, eh bien même si beaucoup d'institutions, notamment je parle de banque centrale européenne, même la présidente de la Banque centrale européenne qui déclare mordicus que le Bitcoin n'est pas une monnaie numérique, et bien force est de constater que malgré tout, le Bitcoin est arrivé au sein à faire 1 milliard de transactions sans l'intermédiaire justement de banques, d'institutions, de banques centrales. Donc là, on comprend pourquoi les banques elles ont les boules, parce que justement, c'est quelque chose qui leur échappe et qui permet justement le fait que par essence, on n'a plus besoin réellement des banques. Et ça, c'est intéressant. Surtout dans le contexte actuel où on voit la fragilité de plus en plus évidente du système bancaire traditionnel qui n'a pas changé en fait depuis la crise des subprimes de 2008. On s'en rend compte de plus en plus, bien évidemment. Voilà, donc je continue. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin, simplement parce que il s'inscrit forcément dans la durée. C'est ça que ça veut dire. Et donc, en s'inscrivant dans la durée, autre chose très intéressante, notamment avec un article de Cointelegraph France, la volatilité du Bitcoin plonge en dessous de celle des actions de Tesla et de Nvidia. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'on a toujours dit que, et notamment c'est un des premiers arguments, notamment des détracteurs du Bitcoin, c'est de focaliser vraiment l'aspect négatif de la volatilité du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est plus, cet argument ne tient plus la route puisque le Bitcoin est moins volatile que les actions des plus grosses sociétés, notamment du CAC 40 ou des grosses sociétés américaines comme Tesla ou Nvidia par exemple. Donc là, déjà, ça veut dire aussi, il y a deux choses à dire. Donc, un, que le Bitcoin devient un actif au fur et à mesure du temps, qui devient de moins en moins volatile et donc de plus en plus légitime. C'est pas un hasard que BlackRock et tout, qui est les ETF sur le Bitcoin, etc. On comprend mieux. Mais également, c'est un signe au niveau du bull run. Et là, je rappelle, avant d'aller plus loin dans ce sens-là, que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif, les amis, très important de signaler, de le comprendre. Et donc, vous devez faire vos propres recherches. Et donc, une fois que j'ai dit ça, eh bien, sur ce deuxième point, sur l'aspect du bull run, donc on est dedans, parce qu'il y a eu le halving qui est passé en avril. Et donc, eh bien, c'est également un signe quand la volatilité chute à ce point la part du Bitcoin, d'un signe que le bull run arrive, en fait. Et donc, ça, je me base vraiment sur les cycles historiques passés, où à chaque fois que le Bitcoin a une faible volatilité, c'est un signe derrière de montée des prix. Voilà. Est-ce que ça va se dérouler encore une fois? Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal, je le répète. Mais c'est quelque chose, pourquoi pas, qu'on peut envisager. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans l'article, vous voyez. La baisse de la volatilité du marché du Bitcoin précède souvent d'importants cycles haussiers, ce qui laisse penser que la tendance actuelle pourrait propulser les prix vers la fourchette de 100 000 à 150 000 dollars. Voilà, bon. Donc c'est un élément qui permet, hop, qui se rajoute à la liste du fait que peut-être nous sommes en bull run. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, je continue. Alors là, je vais repasser sur Twitter et notamment toujours dans le cadre du bull run.
Là, j'ai un tweet de Rect Capital qui, suivant, vous voyez, les cycles historiques qu'il a analysés avec les courbes hein, des prix du Bitcoin et leur évolution depuis 2014, comme vous pouvez le voir ici sur le graphe, eh bien, nous serions aujourd'hui, donc, enfin là, le 1 avril 2024, nous sommes un peu plus, donc au 11 mai 2024, c'est écrit ici, nous serions à 37,2% d'avancement du bull market, enfin du bull run, hein, du bull market. Voilà. Là aussi, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai trouvé quand même très intéressant de signaler, hein, parce que je vois en ce moment, il y a une petite baisse des cours du Bitcoin. Ça me fait un peu rigoler, parce que bon, pour ceux qui ont vécu les anciens, les précédents cycles, là on est à allez, moins 20%, peut-être moins 15, moins 20%. C'est rien du tout, c'est une correction légère, si je puis dire. Après, ça fait pas plaisir hein, de voir son portefeuille dans le rouge. Mais bon, enfin, ouais, les vrais guerriers, on va dire, les guerriers, se reconnaîtront dans ces propos et rigoleront, je pense aussi, avec moi. Bref, voilà. Ensuite, je continue. Donc, les amis, j'ai passé cette fois au VChain. Hop, comme d'habitude. Donc là, première information, un premier tweet de la fondation VChain directement, c'est que ça y est, le cap symbolique et record hein, des 1 million de téléchargements vous savez, du wallet V-World sur Google Play, donc Android ou l'App Store, c'est-à-dire les iPhones, a été dépassé. Donc effectivement, on voit bien que là, on a 8000 utilisateurs actifs par semaine qui utilisent donc l'application V-World. C'est quand même une énormité, surtout pour un projet crypto, hein, bien évidemment. Donc c'est assez sympa de voir cette adoption de masse, hein, cette évolution du projet. Surtout que derrière, hop, je continue avec un autre tweet, cette fois de Apollo, comme on peut voir ici, où on voit que VeChain eh bien, va être tout simplement un participant et même un bloc sponsor, comme on appelle ça, puis bloc sponsor écrit ici, euh, de l'événement, vous voyez, blockchain, donc une sorte de sommet consensus, hein, voilà, ici, aux côtés de grands noms, qui y aura donc Polkadot, Hedera Hashbar, Grayscale, donc évidemment, le gestionnaire d'actifs, Google Cloud, Tron et bien sûr VeChain également ici. Voilà, plutôt intéressant. Donc on voit que VeChain continue de creuser sa place dans le monde de l'industrie crypto. Allez, je continue avec VeChain, cette fois sur les statistiques. Donc là, nous sommes à 3 363 000 adresses qui détiennent des wallets sur l'écosystème du VeChain. Et donc, c'est vrai que là, on a une petite phase de stabilisation. Là. On a une grosse phase de montée hein, depuis octobre 2023, je dirais, avec le hackathon, souvenez-vous. Et là, c'est vrai que depuis avril 2024, donc il y a un mois, ça s'est vraiment stabilisé. On a un net ralentissement de l'adoption en gros, de l'écosystème du VeChain. C'est clair et net. Voilà, on a mis un mois pour atteindre, on avait pris 40 000 portefeuilles. Bon, c'est quand même pas négligeable, hein, 40 000 portefeuilles en mois. Bref. Voilà les amis, donc ce sera tout pour VeChain. J'ai pas d'autres nouvelles hein, pour l'instant sur le projet, si ce n'est que la plateforme VBetter DAO, souvenez-vous, eh bien, effectivement a officiellement lancé l'application, la dApp Green Card. Je ne l'ai pas essayé entre-temps. Moi j'avais essayé la semaine dernière, ça marchait pas, puis je laissé tomber du coup. Mais n'hésitez pas peut-être à réessayer, ou alors je réessayerai tout à l'heure hein, si j'ai le temps. Donc le principe je rappelle, de la nouvelle dApp Green Card, c'est de pouvoir prendre en photo ces factures, donc notamment factures d'un supermarché, hein, je précise, et en échange, vous recevrez des récompenses donc en crypto-monnaie, c'est-à-dire en B3TR ou V3TO, c'est-à-dire là, les crypto-monnaies sont présentes sur la plateforme VBetter DAO. Donc ça, c'est toujours dans l'objectif pour la fondation VeChain de récompenser à travers la traçabilité et les crypto-monnaies des récompenses l'aspect de X to learn, comme ils appellent ça, mais également music to learn, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui récompensent en échange d'une action de l'utilisateur, eh bien, une récompense en crypto pour l'utilisateur. Aussi simple que ça. Et pourquoi pas, c'est vrai que c'est toujours sympa de recevoir des cryptos gratuitement, hein, parce qu'au final, c'est des actions que l'on fait au quotidien. Notamment, peut-être pourquoi pas avoir l'habitude de prendre en photo ces factures.
Bon, après, on va voir à quoi ça sert exactement pour eux, comment ils arrivent à en vivre sur cette plateforme. Ça, c'est une bonne question, c'est vrai que je me penche là-dessus. Mais bon, voilà. Allez, je continue cette fois avec le prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Donc là, voilà, on a une nouvelle assez intéressante. Je vous avais préparé, hein, vous savez, la semaine dernière, puisque je vous avais dit qu'effectivement, il y avait un partenariat qui a été annoncé officiellement entre VV Digital Collectibles et la Corée du Sud, et notamment YG Entertainment. Je rappelle que YG Entertainment, c'est justement un label de musique, hein, si je puis dire, une sorte de studio qui crée justement les stars hip-hop ou notamment Blackpink justement. Alors Blackpink c'est un groupe un band girl comme je dirais ça. Ah, voilà, Blackpink Girl Group comme pour ça. Alors personnellement je vous avoue que c'est pas ma tasse de thé du tout, mais pourquoi pas. C'est là on est dans une autre catégorie. Ça je trouve très intéressant sur le projet VV Digital Collectibles. Et vous voyez, ils ont même officialisé ça au 6 mai 2024 avec plus de détails, une petite bande-annonce. Donc on voit VV Vibe fois Blackpink, ils ont tout mis en rose hein, pour le coup. Hein. Ils ont vraiment fait leur marketing autour de cet événement. Après on peut comprendre, puisque Blackpink, je rappelle, c'est quand même, rien que sur Twitter, c'est 10,3 millions de followers. Pour vous donner l'ordre de grandeur, l'engouement qu'il y a autour de ce groupe. Donc, voilà la petite bande-annonce de VV. Et derrière, forcément, la grande question, c'est quel impact il y aura une fois qu'ils vont au 12 mai. En fait, c'est aujourd'hui. Ah, j'ai pas réalisé, en fait, c'est aujourd'hui. Donc, on aura peut-être plus de nouvelles entre-temps. Hein. Peut-être que vous en aurez. Tant que je poste la vidéo, peut-être qu'il y aura des informations qui vont tomber sur ce partenariat. Après, là où on va analyser vraiment, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'impact justement qu'aura ces drops. Est-ce que les drops sont vraiment à l'effigie réelle des quatre filles voilà, qui sont ici, donc sud-coréennes, hein, je rappelle. Est-ce que ce sera exactement leur portrait, leur corps, etc. Ou alors que ce sera des figurines un peu transformées, je ne sais pas. Mais ça va être intéressant de voir. Voilà. Donc ça, c'est première information où c'est intéressant de voir qu'effectivement, les Digital Collectibles vraiment élargit, hein, on voit son bag de licences, puisque au préalable, là, pour l'instant, c'était uniquement des licences Marvel Comics, donc quand même qui restaient dans un ordre de grandeur du divertissement, mais dans une certaine catégorie de divertissement. Là, on passe à la musique, on passe à des stars réelles, c'est-à-dire avec des effigies réelles, puisque c'est des personnes. Enfin voilà. Donc, on verra la semaine prochaine hein, déjà quel sera l'impact par rapport à cette nouvelle. Ensuite, deuxième information très intéressante également, c'est que ça y est, le token OMI, donc là je parle vraiment de la crypto-monnaie OMI qui est derrière le projet de VB Digital Collectibles, eh bien ça y est, le OMI est désormais officiellement en fait utilisable sur l'écosystème de Base. Alors je rappelle que Base, c'est peut-être, enfin j'essaierai d'en faire une vidéo. C'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment pas le temps les amis de faire d'autres vidéos que les actualités crypto. Oui, je le fais le dimanche, là, sinon avec le travail et tout, j'ai d'autres activités à côté, donc vraiment pas le temps. À mon grand dame, hein, j'aimerais bien, mais je peux pas. Donc Base, c'est un projet qui est vraiment en étoile montante, je dirais sur la hype en tout cas en ce moment. Et donc, c'est vrai que je vais quand même essayer de me pencher vraiment sur ce projet, quoi. Voilà. Donc, ça y est, Ecomi, Omi en tout cas, a tiré son épingle du jeu et est désormais utilisable sur l'écosystème Base, qui est un layer 2, voilà, c'est écrit ici en plus layer 2 et en plus fastest growing, donc la plus grande rapidité d'utilisation. On est d'accord. Allez, je continue cette fois avec le prochain projet, donc c'est-à-dire Fetch.ai. Cette fois, on parle dans l'intelligence artificielle, je rappelle. Donc là, je trouve très intéressant de cette petite vidéo d'explication sur. Alors, je vais mettre en pause d'abord, vous expliquer un peu sur une nouvelle fonctionnalité dans l'intelligence artificielle mise en place par le projet Fetch.ai, qui est en fait une communication d'agent à agent, comme vous voyez ici. Euh, et qui est totalement réinventé. Et qui réinvente totalement, évidemment, la façon dont les clients vont à l'avenir utiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien, tout simplement, même sans s'en rendre compte. Là, je vous montre la vidéo, je trouve ça vraiment très intéressant. Hop, voilà, je mets en grand.
Donc, vous voyez, là, en fait, c'est référence à, par exemple, à un chat, notamment même sur Internet. Donc là, on va vraiment se focaliser sur le chat de fetch.ai. C'est-à-dire que vous tapez sur fetch.ai, justement, je voudrais réserver donc des vacances sur la plage donc en fin octobre. Et donc, automatiquement, vous aurez un chat, un robot, hein, qui vous demandera combien de temps vous voudrez prendre avec plus de précision. Là, vous répondrez 5 jours. Maintenant, après, à partir de quel avion, par exemple, c'est la question, hein. Donc là, la personne a répondu. Et donc, automatiquement, vous voyez, c'est le programme, c'est l'intelligence artificielle qui va sélectionner votre voyage. Avec le prix, l'hôtel, enfin, la totale. Voilà, donc c'est dans le monde dans lequel nous commençons quand même à rentrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de chercher à droite à gauche sur plein de plateformes, notamment Ryanair, comme vous savez, vous connaissez les plateformes, pour réserver des avions, même pour le train, hein, pareil, eh bien c'est vrai qu'il faut prendre du temps pour avoir peut-être les meilleures conditions, le meilleur prix, etc. pour avoir son voyage au meilleur rapport qualité-prix. Demain, avec l'aide de l'intelligence artificielle, ce sera même plus à nous de le faire, ce sera en fait au programme et à l'IA simplement de le faire. Voilà un peu le monde dans lequel nous nous dirigeons et surtout, ça montre par un exemple précis à quoi sert justement ce genre de projet comme Fetch.ai. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est un exemple. C'est-à-dire là, on a pris le cas de l'avion, enfin, pour réserver son trajet et ses vacances. Mais il y a énormément d'autres secteurs d'utilisation, notamment les taxis, le produit ménager, vous avez l'essence, enfin, énormément de choses. Tout est applicable, enfin, toutes les tâches de la vie quotidienne vont pouvoir être améliorées grâce notamment à ce genre de projet. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo parce que de toute façon c'est le même principe, vous avez compris. Bon, donc ce sera tout pour l'intelligence artificielle en mise à jour. J'ai pas de nouvelles, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur l'aspect de fusion, vous savez, au niveau de la super intelligence alliance entre Fetch.ai, Ocean Protocol et Singularity, voilà, le AGX. Donc le Ocean et le AGX. Et donc tout cet aspect de fusion, je n'ai pas encore de nouvelles. C'est pas. Peut-être que vous, si vous en avez de votre côté, je vous invite à me le partager. Ce serait vraiment très gentil de votre part. Je vous remercierai. Mais personnellement, je n'ai pas trouvé de nouveautés là-dessus. C'est d'ailleurs assez étrange, vu que ça a été validé quand même il y a 2 semaines, je crois. Allez, je continue sur le prochain projet, hop, c'est-à-dire XRP et Ripple. Donc notamment, vous voyez ici avec un tweet de The Block, ça y est, Ripple et XRPL Lab finalement donc, vont rejoindre un protocole qui s'appelle le DEREC Alliance, donc une alliance technologique si je puis dire, pour standardiser tout l'aspect de recouvrement des fonds perdus dans l'industrie crypto. Donc notamment, quand on pense aux vieux bitcoins qui ont été perdus en 2011, 12, 13, 14, parce que, bon, à l'époque, ça valait quelques euros, quelques centimes, donc il y avait des personnes qui en avaient acheté juste pour expérimenter, parce qu'ils étaient curieux, mais après, ils avaient oublié leur mot de passe parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ces bitcoins, ben, forcément, ils valent énormément d'argent. Et donc, vous avez cet aspect-là où Ripple et XRPL, leur projet, en tout cas un de leurs projets, c'est justement de récupérer ces fonds, d'aider les gens à récupérer ces fonds-là, et quelque part d'offrir une sorte d'assurance aussi. Et donc, vous voyez que là, The Derek Alliance, donc là, je suis directement sur Ripple X, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, c'est le compte Twitter officiel de XRPL, au final. Et donc, il est très intéressant que dans cette Derek Alliance, aux côtés de Ripple, vous avez Algorand, donc en tout cas la fondation Algorand, vous avez également le XRPL Lab, Swild Labs également, vous avez les membres de l'Alliance, donc ça vous avez les fondateurs, hein, c'était les quatre que je vous ai cités, mais les membres de l'Alliance, vous avez d'autres sociétés également, vous avez la fondation HBAR, avec Edera Hgraph, Constellation, Casper, association, vous avez Acer, je crois, ça, Banque sociale, etc. Donc on voit que là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a une alliance qui a pour objectif eh bien, de créer une technologie qui n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué cet aspect de
sécurisation des fonds et de recouvrement des fonds, eh bien, c'est un peu ce qui freine l'adoption de masse crypto également, parce que c'est très compliqué et c'est pas assez vraiment sécurisé pour les personnes qui sont pas à l'aise avec ce genre de procédé. Voilà. Donc, c'est un beau projet également sur lequel se lancent en tout cas toutes ces sociétés hein, crypto, bien évidemment. Allez, je continue toujours avec le XRP et Ripple. Donc là, cette fois, c'est vraiment sur l'aspect du XRP. Ça y est, donc officiellement, on a donc ça y est la banque, le groupe bancaire du Japon qui a lancé en fait son nœud de validation sur le réseau XRPL en tant que nœud validateur. Voilà, donc c'est écrit ici. Le principe est là, vous voyez ici, c'est écrit donc le résumé de validateur, donc XRPL, SBI, c'est écrit ici. En gros, donc on y est, ça veut dire tout simplement que le XRP commence à être utilisé tout simplement par les institutions, notamment au Japon. Et là où c'est vraiment l'ironie du sort, c'est quand je vois, je vais vous montrer l'article suivant sur toujours XRP et Ripple, et notamment son combat actuel juridique contre la SEC, avec un article de cointribune.com, crypto, donc Ripple vs SEC, le clash final avant le verdict tant attendu. Donc, le bras de fer juridique entre Ripple Labs et la Securities and Exchange Commission des États-Unis touche à sa fin. Alors que le régulateur américain a déposé son mémoire ultime dans le cadre de la procédure d'appel, les deux parties maintiennent leur position, laissant présager un dénouement imminent dans les mois à venir. Je rappelle, hein, qu'est-ce que c'est que ces deux positions? C'est d'un côté, vous avez la SEC qui n'en démord pas, qui dit que Ripple est coupable de fraude aux yeux de la loi américaine, en tout cas de la loi par rapport au gendarme boursier américain qui est la SEC. Et donc, la SEC réclame 2 milliards de dollars d'amende hein, à Ripple. De l'autre côté, Ripple se défend et dit que non, de toute façon, le XRP n'est pas considéré comme une security, c'est-à-dire un titre financier, mais comme une commodity quelque part, et donc n'est pas dans la juridiction de la SEC. Et donc, dans ce cas-là, Ripple n'aurait jamais enfreint la loi, entre guillemets. Et donc, eux, ils disent, mais pour être gentil, on vous filerait pas 2 milliards, mais plutôt 10 millions de dollars. Ah, c'est pas le même montant, c'est sûr. Bon, bien sûr, la SEC a refusé ce montant. Ripple refuse également le montant de 2 milliards, donc les deux camps sont en total désaccord. Hein. Bon, c'est pas une nouveauté de toute façon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça y est, on peut s'attendre à ce qu'il y ait en fait, un verdict final selon les analystes, hein, selon ces analystes, en septembre 2024. Puisque ça y est, tous les documents ont été rendus au juge tribunal américain. Bon, on va voir ce que ça va donner pour la suite de l'année, mais en tout cas, on n'a jamais été aussi proche, je pense, du verdict final définitif. Allez, donc on verra bien ce que ça donne, et puis on peut croiser les doigts hein, pour que ce soit en faveur, bien évidemment, de Ripple, puisque on sait très bien que la SEC aux États-Unis, c'est pour ça que je fais le lien avec le Japon, c'est que c'est un comble énorme, c'est que Ripple, une société américaine, hein, va débloque des partenariats et est en train de mettre en place un système basé sur le XRP pour les banques japonaises. Donc c'est là où on croit rêver, quoi. Alors que et les États-Unis, de leur côté, plutôt que d'essayer de profiter de cette innovation, de cette technologie, sont en train d'eux-mêmes, en fait, de se tirer une balle dans le pied. Voilà, c'est vraiment l'ironie, ça résume extrêmement bien, en fait, le fonctionnement, quelque part, de la politique américaine qui est en train de sombrer. Hein. C'est le bateau en train de sombrer et ils sont tous là en train de chipoter sur des choses qui n'ont finalement aucun intérêt. Puisque plutôt que de relancer leur économie en se basant sur une nouvelle technologie qu'est la blockchain et les crypto-monnaies, et de relancer peut-être l'intérêt de leur dollar en pleine chute, avec l'émergence des BRICS et tout, ben ils sont là à chipoter sur les fraudes, machin, au niveau de la securities. Est-ce que les crypto-monnaies, c'est des titres financiers ou pas? Voilà, on croit rêver. Bon, donc c'est un peu le symptôme hein, de la chute des États-Unis depuis des années et ça semble pas prêt de changer apparemment. Hein. Donc, pas bon signe pour les États-Unis. Bref. Allez, donc ce sera tout pour le XRP et Ripple aujourd'hui, les amis. Donc là, on va passer aux actualités crypto plus générales.
Donc, journalducoin.com, un article également, donc régulation des crypto-monnaies en Europe, le millefeuille de réglementation mis au secteur Web3. Là, ça date du 9 mai 2024. Il faut savoir que là, en 2024, on a la loi MiCA qui arrive. Mais on n'a pas que la loi MiCA, parce qu'à la base, la loi MiCA, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. À mon sens, c'est une bonne chose parce que ça permet d'encadrer l'industrie crypto et il faut encadrer, c'est-à-dire un cadre légal, c'est important, sinon après ça devient l'anarchie. Mais ça, c'était la première pierre qu'ils avaient annoncée, c'était une bonne chose. Mais derrière, ils ont mis tout un paquet de nouvelles lois au fur et à mesure du temps. Donc désormais, vous n'avez plus seulement la loi MiCA, vous avez la loi TRF, vous avez deux autres lois, je ne sais même plus le nom tellement c'est imbipable leur truc, c'est tout simplement pour fliquer, entre guillemets, il n'y a pas d'autre terme, hein, les transactions crypto, même à hauteur de quelques euros, même quelques centaines d'euros. Il me semble que c'était 1000 euros à la base, et puis finalement, après, à un moment, ils ont changé d'avis, ils ont dit, allez, finalement, c'est toutes les transactions, même si c'est 1 euro, faut que les plateformes exchange centralisées comme Binance et tout, faut qu'elles déclarent, qu'elles remontent les informations aux régulateurs européens, enfin, total. Alors que, bon, donc, effectivement, là, ça commence à être tellement du flicage que les entreprises, l'industrie crypto se pose des questions sur justement, hein, est-ce qu'elles vont venir en Europe dans ce cadre-là. En tout cas, sur l'idée, ça fait peut-être plus peur désormais que ça rassurait. Avant, ça rassurait. La loi MiCA rassurait vraiment parce que ça donnait un cadre, comme je vous l'ai dit. Donc, ça incitait au contraire les entreprises à venir. Mais maintenant, comme ça fait peur, ça fait l'inverse. Un peu comme aux États-Unis, malheureusement. Et ça, c'est vrai que je vous l'ai toujours dit, hein, nous, en Europe, on a un problème, c'est que quand les États-Unis font quelque chose, nous, on est des vassaux, on fait la même chose. À 2 mois près. Voilà. Donc là, on verra ce que ça donne également, mais effectivement, c'est un signe de plus, hein, comme quoi on se dirige vers ça. Et encore un signe, c'est que là, on a l'USDT, donc un article de cryptost.fr sur le Tether. La Deutsche Bank donc, qualifie Tether de particulièrement préoccupante. Et donc, alors là, pour le coup, je partage également cet avis. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, dans son dernier rapport de recherche sur le stablecoin, la Deutsche Bank a exprimé ses craintes quant à la stabilité de l'USDT de Tether. Face à cela, l'entreprise a répondu en critiquant le rapport, mais bien évidemment, l'entreprise n'allait pas donner raison à la Deutsche Bank. Mais après, la Deutsche Bank, c'est vrai qu'elle a, pour le coup, hein, pas tort sur certains points, c'est-à-dire que la Tether, c'est un énorme ponte dans l'industrie crypto. Et vous savez que normalement, dans l'industrie crypto, sur ce genre de stablecoin, l'objectif c'est de backup, c'est-à-dire un Tether USDT crypto numérique par un véritable dollar, puisque le USDT il est backup sur le dollar. Sauf que avec les montants mais colossaux qui sont en jeu désormais, parce que Tether c'était vraiment explosé en termes de volume d'utilisation, de capitalisation boursière, eh bien, on peut de plus en plus se demander comment Tether fait pour justement backup des tels montants avec des vrais billets, quoi, avec des vrais dollars. Donc c'est possible, hein, peut-être qu'elle y arrive vraiment, qu'elle l'a vraiment fait, que c'est très sérieux, mais il y en a quand même des risques que si un jour il y a un problème pour l'USDT, parce qu'effectivement la Deutsche Bank fait référence à une mini chute, une mini déparisation du USDT qui avait lieu, je crois que c'était l'année dernière, par rapport au dollar. Après, ils avaient réussi, l'entreprise Tether à vite repérer leur stablecoin par rapport au dollar. Mais bon, le mal a été fait quand même. C'est-à-dire que c'est possible. Voilà. Et ça fait vraiment planer le spectre, vous savez, du Terra Luna classique avec le Terra, enfin, le stablecoin à l'époque algorithmique. Donc, c'est pas la même chose. Mais quand même, euh, qui est effondré, hein, qui a entraîné la chute derrière du Terra Luna classique. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est juste un rappel comme quoi c'est hyper important, même si quand vous, peut-être, je vous le souhaite, hein, si vous arrivez à bien performer le bull run, si le bull run a bien lieu comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite de pouvoir à un moment prendre des profits et dans ce cas-là, il faudra réfléchir à la stratégie, comment bien gérer justement cette prise de profit
Et si vous voulez pas forcément payer vos impôts ou quoi, ou convertir vos stablecoins, enfin vos cryptos directement en monnaie fiat pour éviter les paiements des impôts, eh bien effectivement, les stablecoins sont la solution normalement la plus facile, la plus aisée. Et donc c'est important dans ce cadre-là de diversifier vos stablecoins. De ne pas tout mettre dans un seul stablecoin, que ce soit l'USDT ou un autre stablecoin, parce que si ce stablecoin un jour se dépareille, enfin, n'est plus corrélé à la monnaie fiat sur laquelle il est adossé, vous aurez perdu vos profits, quoi, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est quand même bien, c'est bienvenu, voilà, ce genre d'article, que ce soit vrai ou pas, mais toujours quand même, ça rappelle une petite dose de rappel sur la sécurité, de diversification, même au sein des stablecoins, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème éventuel, même si peut-être ça arrivera jamais, hein. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais comme on l'a vu avec le Terragna classique, personne n'a vu venir le problème et pourtant c'est tombé quoi. Et je continue cette fois sur les actualités économiques, les amis, notamment un article de latribune.fr, États-Unis, une gouverneure de la Fed la porte à une baisse des taux en 2024. Malgré les attentes des marchés financiers, une gouverneure de la Banque centrale américaine a déclaré hier n'envisager aucune baisse des taux directeurs cette année, un point de vue qui contraste avec celui des responsables de la Banque centrale européenne qui envisage une première baisse des taux directeurs en juin. Là, c'est le 11 mai 2024. Donc là, on croit rêver, c'est-à-dire que, je rappelle, hein, que la politique, depuis le début de la crise économique, on va dire depuis 2022, depuis en tout cas le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Banque centrale européenne a toujours suivi, à peu de choses près, la politique de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine. Il suffit de voir les dates, hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que la Banque centrale américaine a augmenté ses taux. 2 mois après, un mois après, on avait la Banque centrale européenne qui augmentait également ses taux directeurs. Voilà, c'est aussi simple que ça, on fait pareil. Bon. Et donc là, nous, ça fait un moment, un an là, qu'on parle de faire baisser les taux en Europe parce qu'on a une situation où on est à 2 doigts de la récession, si on ne l'est pas déjà, officieusement. Et donc là, c'est vrai qu'on a désormais une décorrélation avec l'inflation, parce que nous, en Europe, on a une inflation, ça y est, qui est quasiment redescendue à 2%. L'objectif même de la Banque Centrale Européenne, qui est entre 2 et 2,3% actuellement. Donc l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. Et aujourd'hui, nous sommes, je crois, en avril, je l'avais montré la semaine dernière, nous étions à 2,3%, 4% d'inflation. Bon, mais après, il faut toujours réfléchir sur ces chiffres-là, parce que j'avais parlé de la shrinkflation et également de l'inflation purement sur l'alimentaire, qui est différente du reste, en fait, de l'énergie, etc. Donc c'est peut-être un peu biaisé. Mais soit, en tout cas, les chiffres officiels, c'est 2,4%, on va s'en tenir à ça. Et par contre, aux États-Unis, l'inflation, elle repart à la hausse. Donc à plus de 3% même. Donc, on va voir si, soit, c'est simple, hein, soit on va se décorer totalement du marché américain au niveau de la banque centrale, enfin de la politique monétaire en tout cas. Et donc, nous, notre côté, on va baisser les taux directeurs en juin, tandis que les États-Unis, eux, vont monter leurs taux. Soit, là, ce sera vraiment le révélateur si on est vraiment des vassaux, quoi, si on est des soumis aux Américains. Soit on va faire comme eux, c'est-à-dire on va remonter, on va pas bouger nos taux directeurs parce que les Américains se préparent déjà éventuellement à ne pas baisser leurs taux en juin. Voilà. Du même sur l'année, là, carrément. Donc on voit bien que là, il y a un problème quand même avec la gestion de l'inflation et que la crise économique est visiblement partie pour durer. C'est en tout cas ce que ces événements nous prêtent à penser, quoi. Voilà. Bon, donc j'en reviens maintenant, hop, voilà. Notamment au prix du pétrole, je vais vous montrer. Donc le prix du pétrole là, sur prixdubaril.com, et donc vous voyez, nous sommes à 82,67 dollars le baril actuellement, en cours Brent, enfin 82,78 dollars pour être précis. Et donc je trouve intéressant de faire un peu un zoom, un dézoom plutôt macroéconomique sur le pétrole, pour voir un petit peu que quand par exemple la crise des subprimes de 2008, on a vu un choc
pétrolier hein, quasiment aussi à 136 dollars le baril. Et également, on a vu une ascension derrière phénoménale entre 2020 et 2022 qu'on a accumulé en fait les problèmes. C'est-à-dire en 2020, on a eu les confinements et en 2021-2022, après, on a eu le contre-coup du confinement et surtout, on a eu la guerre Russie-Ukraine après. Voilà. Et là, on est retombé, une bonne nouvelle, à 82 dollars, mais on ne voit pas nous la différence à la pompe en France. Voilà. Donc ça ne change rien de toute façon. Mais pour vous dire que là, on a notamment donc l'Irak qui est en train de refaire ses stocks stratégiques, et la demande qui est en train d'exploser en pétrole. Donc je serais curieux de voir ce que va donner le pétrole dans les mois qui viennent, les années à venir. Mais en tout cas, il y a des chances quand même que ça reparte à la hausse. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, on le voit très bien, parce que regardez, au fur et à mesure du temps, le pétrole nous a fait n'importe quoi au niveau des prix. Une énorme volatilité, plus que le Bitcoin, j'ai envie de vous dire. Là aussi. Et donc il y a de fortes chances que plus on augmente, enfin, plus on monte dans le temps, et plus le pétrole coûte cher. Au fur et à mesure des crises, on le voit très bien quand on voit cette courbe-là sur 40-50 ans. Bref, voilà. Ça, c'est intéressant de le voir. Ensuite, le marché immobilier. Là, j'ai un tweet très intéressant de Moni Radar. Vous voyez que rien que sur en 30 jours, bon là, c'est vraiment une période d'analyse de 30 jours, eh bien, c'est l'analyse de l'état de l'évolution du marché immobilier en France. Et regardez, on a certaines villes qui sont en hausse, qui reprennent du poids de la bête, et d'autres qui sont en chute. Mais après, qu'il faut prendre quand on fait un dézoom là aussi sur la durée, c'est qu'il faut rappeler que par exemple Paris, le mètre carré, donc aujourd'hui c'est 9 259 euros le mètre carré en moyenne. Il y a un an, 2 ans, c'était plus de 10 000. Donc on voit bien que déjà on a une vraie crise immobilière. Que le mètre carré inférieur à 10 000 mètres carrés, enfin 10 000 euros plutôt, mètre carré à Paris, c'était vraiment du jamais vu depuis très longtemps. Voilà. Et donc là aussi, on va faire le point avec hop, les Statista pour expliquer justement comment ça se fait qu'on a une crise immobilière comme ça. Donc là sur Statista, et donc on a tout simplement la valeur mensuelle des nouveaux crédits à l'habitat des particuliers en France de mai 2019 à janvier 2024. Et là regardez, on a carrément en fait une chute de la valeur de crédit. On est passé donc de 25,6 milliards à exactement 9,7. Donc là, nous étions à 26,7 en 2022, et après c'était stable cette période, donc c'est plutôt 2022 qui nous intéresse. Depuis la guerre Russie-Ukraine, donc là, 2022, nous étions passés donc 26,7 milliards sur les crédits à 9,7. C'est-à-dire qu'on a une chute de plus de 50% de la valeur des crédits quelque part mensuellement hein, euh, en France. Enfin, quand même costaud quoi. Donc ça explique, si les gens prennent plus de crédit, ils ne peuvent plus acheter une maison, donc ça veut dire qu'il y a une véritable catastrophe au niveau de l'équilibre offre et demande sur le marché immobilier. Donc les gens n'achètent plus de maison, et plus d'immobilier. Voilà. Donc on a une crise immobilière hein, qui est officielle à travers ces chiffres. Et en plus, vous voyez, hein, ça c'est lié au taux directeur. C'est pour ça que c'est important de voir l'évolution des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, puisque si là, la Banque Centrale Européenne continue de plafonner ses taux directeurs sur l'année 2024, suit la politique de la Banque, euh, la Banque Centrale Américaine, eh bien ça voudra dire que ce chiffre-là continuera à baisser. Et donc on sera toujours plus profond dans la crise immobilière. Forcément, parce qu'il y aura de moins en moins de crédits alloués sur le marché et accessibles par les particuliers notamment, et l'entreprise également. Et par contre, si la Banque Centrale Européenne baisse ses taux, là on reverra cette courbe qui pourra remonter puisque les crédits redeviendront accessibles. C'est pour ça que c'est intéressant vous voyez, d'analyser le marché macroéconomique, enfin, la géopolitique et l'économie, parce que tout est lié au final. Voilà. Mais si la Banque Centrale Européenne baisse ses taux trop tôt, ça peut vouloir dire relancer l'inflation. Donc on voit bien que notre système, simplement, on est au bout de notre système en fait. On voit bien que là, ils n'arrivent plus à trop à jongler et que la marge de manœuvre pour jongler devient de plus en plus difficile pour les banques centrales. Bon.
Donc, ce sera tout hein, pour aujourd'hui, les amis, sur cette actualité crypto numéro 74. Donc, je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, on voit qu'il faut commencer à réfléchir sur la diversification de ses actifs. Donc, il y a notamment, je rappelle, l'or, l'argent. Ça, c'est les valeurs refuges par excellence qui ne changeront jamais. Et en plus, c'est tangible. Surtout dans un monde numérique qui, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'il va survivre, ce monde numérique? Du moins, est-ce qu'il peut survivre à une énorme catastrophe? Peu importe la catastrophe, hein. Mais en tout cas, voilà, il faut trouver une solution pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, il faut garder, bien sûr, le système bancaire, hein, très important. Garder également en tête l'aspect des crypto-monnaies. Ça, c'est quelque chose où on voit que le Bitcoin qui est de plus en plus une valeur refuge. Et notamment, pourquoi pas avec le bull run de cette année, si le cycle historique se répète, pourquoi pas gagner des profits. Enfin bref, voilà, c'est libre à vous. En pensant à une stratégie de sortie quand même, dit comme ça. Les marchés boursiers, alors ça c'est les actions, mais on comprend bien que comme c'est très instable, ça peut être la première chose qui va souffrir, entre guillemets, des contextes géopolitiques. Et également après le marché immobilier, mais le marché immobilier, vous voyez, il est en crise, donc il y a une chute des prix en raison de la chute de l'accessibilité des crédits. Et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque tant qu'on a les taux directeurs qui restent élevés, il n'y aura pas de changement de situation, cet aspect-là. Voilà, donc après c'est à vous, hein, c'est votre stratégie à faire, en fonction de votre profil, de votre parcours, etc. Il n'y a pas de meilleure façon, je pense, d'investir, hein. Chacun fait comme il peut, quoi, et comme il sent. Bon. Bon, les amis, donc n'hésitez pas à me dire, je rappelle, je n'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Euh, Ça, c'est plutôt un partage commun de connaissances. L'objectif de la chaîne, hein, savoir, c'est pouvoir. De toute façon, la connaissance, c'est ce qui permet d'agir derrière, je vous rappelle. Et donc, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des astuces, ce que vous pensez également qui va se passer dans l'avenir sur les marchés boursiers, si on va avoir une crise et tout, bancaire. Enfin, voilà. Comme ça, on se fait nos petites prédictions à la louche hein, sur l'avenir de ce système-là. Et si vous avez également d'autres secteurs de diversification, de placement d'actifs, moi je suis preneur, hein, bien évidemment. Voilà. Allez, bon, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. La bise, ciao.